Bonjour et bienvenue dans ce nouveau programme culturel, le programme culturel d'octobre. Alors j'espère que ce que je vous ai réservé va vous plaire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et surtout de me dire si ça vous convient ou pas, ou si vous les avez vus, que vous avez aimé ou pas. Voilà, je rappelle que les commentaires sont ouverts à la discussion et puis voilà, vous pouvez me donner des idées d'aller voir certaines séries. Alors il y en a certaines qui m'ont été pointées, honnêtement je suis allée voir, je suis chiante pour les séries donc ou pour le cinéma en général, donc voilà, mais je me suis réservé 2-3 choses pour novembre qui me donnent très très envie, et à la fin de la vidéo je vous en parlerai, enfin en tous les cas je vous dirai ce que j'ai envie de voir en novembre. Peut-être que ça sera pas ça, attention, mais il y a de fortes chances quand même qu'il y en ait au moins 2 qui vont atterrir dans mes petites tablettes. Alors, au programme du mois d'octobre, du programme culturel, il y a un film, une série et un podcast. Alors, c'est pas un podcast, c'est une émission de radio, mais moi je ne les écoute qu'en podcast. Voilà. Ah bah oui, écoutez, quand on est vieux, hein, voilà. Non, mais je plaisante, c'est que en fait, l'émission de radio, elle passe dans la journée. Et je dois avouer que autant j'écoute beaucoup de musique classique dans la journée avec mon MP3 ou etc. Au bureau quand je travaille, parce que la musique classique me permet de travailler sans en fait avoir un souci majeur. Hein. Voilà, je suis pas parasitée par les paroles, je suis pas parasitée par autre chose, mais par contre écouter des podcasts qui demande une attention. Bon, après, j'écoute pas un podcast oui, hein, vous verrez le podcast. Ça me demande trop d'attention. Alors, je veux bien, mon cerveau marche très très bien, mais voilà, quand vous êtes à votre travail et vous êtes censé travailler à 100% et être payé pour, hein, on est bien d'accord, voilà, je vais pas mettre mon temps de cerveau disponible qu'à moitié pour écouter autre chose. Voilà, donc après c'est ma conception, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi j'en connais plein, des gens qui regardent des vidéos en même temps qu'ils travaillent, hein, ou qui écoutent une vidéo de quelqu'un et qui travaillent en même temps. Si vous arrivez à faire ça, bah écoutez, tant mieux pour vous. Moi, en gros, je peux être multitâche pour beaucoup de choses, mais quand je suis à quelque chose, que ce soit mon travail artistique, mon travail quotidien, ou toute autre chose que je fais, je suis à 100% dessus. Voilà. C'est comme ça que je fonctionne. Alors, on va commencer par le film, hein, oui, bien évidemment. Alors, le film, c'est un film que j'ai vu sur Arte, qui s'appelle « Je suis ton homme » de Maria Schrader. En fait, c'est le résumé qui m'a attirée, je vous le dis. Le résumé, c'est « Alma, brillante scientifique, se révèle être une parfaite candidate pour se prêter à une expérience. Pendant 3 semaines, elle doit vivre avec Tom, un robot à l'apparence humaine parfaite, spécialement programmé pour correspondre à sa définition de l'homme idéal. Son expérience ne doit servir qu'à un seul but, rendre Alma heureuse. » Alors, inutile de vous dire que... Alors, le film, je dois le dire, ne porte pas sur la technologie de ses partenaires robots parfaitement adaptés, etc. Même si, évidemment, le robot Tom correspond à la personne idéale selon Alma. C'est comme ça qu'il a été programmé, puisqu'elle a on l'apprend, elle a rempli des milliers de questions, enfin pas des milliers, mais des dizaines de questionnaires, elle a répondu à des dizaines de questions, justement pour ce qu'elle attendait pas d'un homme, etc. Mais en fait, moi je l'ai vraiment ressenti comme un film sur la solitude urbaine. Alors, Alma est une très brillante scientifique, elle est accompagnante avec son père qui a Alzheimer. Elle a un ex qui est encore au milieu de sa vie, qui l'a plaqué un peu comme une merde, il faut dire, et qui va lui annoncer assez peu élégamment, hein, d'ailleurs, sa future paternité. Et Alma a une vie, elle est rythmée par une seule chose, ses recherches dans l'écriture cunéiforme qui, au sein d'une université, elle ne se dédie qu'à ça, et en fait elle le dit, elle le montre, elle n'a pas de temps pour l'amour, elle a abandonné le concept d'ailleurs, elle y croit pas, plus du tout visiblement, et comme c'est un esprit scientifique, quand on va lui proposer cette expérience, elle va accepter de tester
En tant que basique scientifique, ce nouveau genre de robot à l'apparence particulièrement parfaite humaine, mais qui est spécialement adapté et programmé pour correspondre en fait à la définition de l'homme idéal selon une seule personne, pas un truc général. Et donc il est censé, lui, Tom, rendre Alma enfin heureuse, sans n'être qu'un seul robot. Parce que il a un algorithme qui fait qu'il calcule en permanence les données qu'il reçoit de sa partenaire, et il réajuste immédiatement selon ce qu'elle lui dit ou ce qu'elle lui reproche ou ce qu'elle lui conseille. Et donc en fait il évolue au fil des petites choses qu'il peut percevoir de Alma. Alors Alma au début elle apprécie absolument pas Tom, parce qu'en fait il lui sort tous les clichés. Alors la scène au restaurant est grandiose. Là, il lui sort tous les clichés du mec idéal / charmeur, etc., qui est la programmation de base, et qu'il doit en fait utiliser pour savoir ce qu'elle veut ou elle ne veut pas, ce qu'elle aime ou ce qu'elle n'aime pas. Et alors évidemment, comme progressivement il s'adapte aux paroles, aux attitudes, aux soupirs même d'ailleurs d'Alma, il évolue particulièrement favorablement bien, et elle commence à apprécier son humour, ses attitudes, et aussi l'adaptation dans toutes les situations de ce qu'elle vit quand il est avec elle. Donc elle se dit tiens, voilà. Et alors quand elle va subir un revers dans sa vie professionnelle, il va s'avérer être une épaule fiable ou carrément un soutien assez décisif. Et surtout dans une scène où l'ex de Alma vient récupérer une photo, en gros, des mois et des mois plus tard, pour mettre un terme définitif à leur passé commun, Tom va jouer le jeu de l'amoureux transi, entre guillemets, compatissant envers le précédent, ce qui est quand même pas mal, et il va attirer en fait une certaine jalousie de l'ex-rival, ce qui va beaucoup amuser Alma, mais Alma, elle se sent toujours seule, parce que en fait, elle sait que Tom est un robot, que l'expérience dure 3 semaines, et que en fait, c'est pas un partenaire de chair et de sang, et donc en fait, il est juste, elle le sait, il est juste programmé pour la rendre heureuse. Et même si ça peut la rendre heureuse, elle le dit elle-même, c'est pas du tout comme quelqu'un qui peut vous confronter, parce qu'en fait, il est là que pour vous faire plaisir. Alors c'est un film qui est un peu le pendant de Her de Spike Jonze, si vous l'avez vu, mais il est vraiment plus profond qu'on peut le laisser penser quand on le voit, parce que la question de l'amour, du bonheur, dans ces grandes villes anonymes, dans les endroits isolés, avec une vie pesante, puisque je rappelle, elle est accompagnante avec de son papa, etc. C'est particulièrement bien mené et particulièrement intelligemment fait. C'est un film qui est vraiment un petit bijou, c'est bien filmé, bien interprété, avec des acteurs qui sont assez sensibles, mais qui savent se lâcher quand il le faut. Et puis avec la rigueur et la touche allemande de ce cinéma moderne allemand qui ouvre toujours à la discussion, au questionnement. Il y a de la poésie, il y a des regrets, il y a le souvenir, on va dire, d'un premier amour pour Alma, et puis il y a ce qu'on imagine être l'amour idéal, et puis il y a aussi cependant, notamment la scène de son papa dans la forêt, qui est ce qui arrive, le vieillissement, la déchéance physique, etc. Donc, et même si Alma, quand elle va mettre fin à l'expérience, je rappelle ces 3 semaines, elle va émettre un rapport assez défavorable quand même à ces expériences, parce que elle estime que de tels humanoïdes de devenir des compagnons ou compagnes, et qu'on puisse avoir le droit de se marier avec eux, ça la chiffonne. Elle admet que la vie sans Tom n'est plus vraiment une vie, c'est ce qu'elle marque dans son rapport, et qu'il a changé en fait un peu sa définition de l'homme idéal, du bonheur, etc. Mais elle pointe en fait la peur primordiale, le fait que l'être humain, un jour, ne serait plus capable de vivre sans
avec un autre vrai être humain, une fois qu'il aurait goûté à la perfection de ces êtres adaptés et adaptables aux besoins. Et ça fait un parallèle aussi avec tout cette technologie avancée où on n'a plus besoin de papier, on n'a plus besoin de ça, on n'a plus besoin de ça parce qu'on a toute notre vie dans un téléphone, dans un ordinateur, maintenant dans un téléphone et dans une tablette. Et franchement, c'est assez étonnant la réflexion qu'on peut avoir après sur ce film. Alors la scène de fin, moi je l'ai trouvée à la fois poétique, mélancolique, et il y a une certaine tendresse assez infinie qui explique d'ailleurs tous les choix d'Alma depuis le début du film, donc qui en fait réinvente notre vision qu'on avait de cette fille scientifique un peu froide, un peu carrée, etc. Et puis en fait c'est surtout que ça réinvente aussi les codes de la comédie romantique, et franchement ça fait du bien. Donc ça s'appelle Je suis ton homme de Maria Schrader, c'est sur Arte, je pense qu'il est encore disponible, hein, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à aller le voir. Alors on passe au documentaire / émission de radio / podcast, on va dire ça. C'est en fait un podcast qui m'a été recommandé par Rosie, donc je la remercie encore, qui sait que je m'intéresse beaucoup à certaines parties de la guerre, et elle m'a pointé un podcast qui s'appelle 1919, voyage de noces sur les ruines de la Grande Guerre, qui est donc dans l'émission Le cours de l'histoire, c'est sur France Culture. Alors, France Culture, c'est quelque chose, enfin voilà, j'écoute régulièrement en podcast. Les émissions, notamment alors du cours de l'histoire, qui fait partie des émissions que j'aime beaucoup, mais j'écoute aussi d'autres émissions, hein, il n'y a pas de, voilà, j'écoute les Autant on emporte l'histoire, et puis aussi quelquefois les fictions / documentaires, etc. Bon, alors oui, je suis un peu obsédée par oui, par l'histoire, mais j'écoute aussi assez souvent des émissions alors qui ont une thématique, alors que ça soit effectivement littéraire, ou que ça soit sur les livres, le ciné, les séries, la culture pop, enfin tout ce que vous voulez. Après, je suis pas une obsédée de France Culture. Moi je suis souvent sur classique, enfin musique classique, classique musique, et puis voilà. Par défaut pour moi. Bon, après je suis la plupart du temps sur des radios généralistes, une seule d'ailleurs, pour écouter les informations, parce que en gros je ne regarde pas les informations à la télévision, pitié, sauf si c'est vraiment un truc qu'il faut voilà, que je me dis non, là il faut voir, voilà, c'est des choses qui visuellement il faut les voir pour se les prendre dans la tronche, mais sinon j'écoute la musique, voilà, pop rock, ça va, enfin chez moi, musique pop rock, ça va, enfin musique ça va des années 30 à milieu des années 2000, après un petit peu des problèmes, si j'écoute après, mais voilà. Donc elle m'a pointé cet épisode qui faisait partie en fait d'une série qui s'appelait Après la bataille, ruines et mémoire de guerre, et c'était le 3e épisode qui donc traitait d'un carnet, en fait, non, c'est une très jolie histoire en fait, qui est relatée là par une historienne, hein, qui s'appelle Vindane Laquet, qui est historienne, maître de conférence à l'université de Picardie, je crois que d'ailleurs que ça s'appelle Jules Verne Amiens, l'université. Et elle est spécialiste en fait des relations conjugales pendant la Grande Guerre. Et elle a retrouvé en fait un carnet de photos, un carnet de voyage en fait, qui s'appelle le Noces de cendres voyage dans les ruines de la Grande Guerre, qui a été fait en fait par un certain Gérald, à l'attention de sa femme, de sa jeune femme, puisqu'en fait ils se sont mariés le 4 septembre 1919, donc sa femme s'appelait Berthe, ils se sont mariés en Bretagne, plus exact, vers Saint-Malo, il me semble d'ailleurs même à Saint-Malo, enfin en tous les cas à côté.
Et ils décident de faire leur voyage de noces. Et en fait, Gérald sort de la guerre, de la Première Guerre mondiale. Et donc, il va concocter ce voyage. Voilà, il va le faire. Ils vont partir sur les traces, en fait, des batailles auxquelles Gérald a été, ou en tous les cas sur ce qui est les ruines de la Grande Guerre. Et il va faire des photos. Et il va rassembler dans un album photographique un an plus tard, donc un an après leur voyage de noces, il va composer, il va prendre 551 photos qui sont réparties sur presque 100 pages et qui revient de leur journée de mariage à ce fameux voyage de noces qu'ils vont faire pour revenir aux sources en fait de la Grande Guerre. Donc ils vont aller sur tout ce qui est les villes du Nord. Alors ils vont à Reims, ils vont à Arras, à Dunkerque, ils vont jusqu'à Bruxelles, ils sont à bord de trains et donc ils prennent des photos même de paysages qui sont ravagés par la guerre, par les obus. Et ils vont se retrouver même seuls à un moment donné dans des ruines, etc. Et ce carnet-là est à la fois un très beau cadeau de premier anniversaire de mariage, puisqu'en fait, tout simplement, il part avec sa femme. Alors vous allez me dire, comme voyage de noces, tu repasseras, c'est quand même pas romantique. Mais moi, je trouve que c'est très beau parce qu'en fait, c'est un homme qui a été dans un régiment d'infanterie, si je me souviens bien, dans le 110e, si je me souviens bien du podcast que j'ai écouté. Et en fait, il va montrer à sa femme les endroits qui ont compté depuis qu'il était dans cette horrible guerre. Et il va aller même se recueillir à un endroit où son frère a combattu. Voilà, il y a plein de choses comme ça où il retrace en fait en photo les blessures de cette guerre, les pertes. Et petit à petit, en fait, il va lui raconter ce qui s'est passé, du fait qu'il a été cassé dans son grade à un moment donné. Et c'est à la fois un très joli carnet. D'ailleurs, vous pouvez il y a un lien en bas du podcast pour aller le voir. Voilà, vous pouvez aller le regarder. Vraiment, il est sur le site de l'Historial de la Grande Guerre de Péronne. Donc vous pouvez aller le feuilleter. C'est un très très bel ouvrage. Alors vraiment, il a fait un boulot absolument fantastique. Donc il y a leurs photos de mariage, où d'ailleurs ça m'a fait rire parce qu'il y a écrit dessous 100 commentaires, alors qu'il fait des commentaires sous toutes les photos. Et moi, ça m'a rappelé les albums photos que j'ai moi de ma famille, où effectivement à l'époque, il collait les photos. Ou dans les encoches, ils mettaient les photos dans des encoches et ils annotaient toutes les photos. Moi, j'ai des albums photos très vieux, qui datent même de plus loin aussi que celui de Gérald et Berthe, où c'est tout annoté. Voilà, et ça c'est magnifique. Ils font une étape au Mont-Saint-Michel, ils marquent les dates, ils se prennent en photo, ils prennent en photo bien sûr le mont. Il lui dédie à un moment donné l'album dans une des premières pages. Il lui dit c'est à ma petite Berthe, ma petite chérie, machin. Et moi j'ai trouvé ça magnifique parce que petit à petit on feuillette. En fait, au début, c'est un voyage de noces on pourrait penser que c'est voilà, ils vont à Chartres, ils vont à Reims, machin. Et puis petit à petit, à côté des églises, des cathédrales, des dessins d'ailleurs qu'il fait sur les pages, il y a les désolations à côté. Voilà, il y a certaines villes qui ont été encore massacrées, il y a encore des rues complètement détruites. Des monuments qui sont à moitié cassés, voilà, et il va l'amener sur certains endroits de bataille, notamment les souvenirs de la 110e, c'est ça, ouais, ils sont à la 110e, à l'endroit précis où ils se sont battus, donc ça s'appelle les Côtes, voilà, qu'ils ont défendu, et ils ont, voilà, il fait même une allusion, il me semble, à un moment donné à Craonne, donc c'est vraiment un très très bel ouvrage. Moi, si vous êtes intéressé par ça, allez voir cet album photo.
Et surtout, moi je vous conseille, c'est d'écouter, donc ça s'appelle 1919 Voyage de noces sur les ruines de la Grande Guerre, c'est sur France Culture. Et en même temps, vous mettez le lien, enfin vous mettez les photos, l'album photo de Gérald et de Berthe, hein, puisque c'est leur album photo à tous les deux, puisque c'est voilà, leur premier anniversaire. Et allez-y, parce que vraiment, vous allez voir les photos en même temps que vous écoutez le podcast, et il y a une émotion qui se dégage de toutes. Et puis, en plus, vous pouvez il a une écriture patte de mouche, mais une écriture de patte de mouche, comme avaient les anciens très souvent, parfaitement lisible. Donc vous pouvez lire toutes les petites choses qu'il met, et franchement, c'est à la fin, vous avez vraiment juste envie, vous avez la larme à l'œil, ou alors vous n'avez pas de cœur, hein, voilà. Alors peut-être que je suis peut-être plus sensible aussi, sûrement, de cette pour cette période, mais voilà, c'est vraiment un très 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 bel ouvrage. Moi, j'ai vraiment adoré, et j'ai trouvé ça d'une beauté absolue, et puis surtout une preuve d'amour incroyable. Voilà, alors je pense que les deux étaient d'accord pour aller sur les traces de la Grande Guerre, hein, mais au fil des photos, c'est vraiment ça, ils rentrent dans le vrai pèlerinage de l'endroit, et franchement c'est un album mais magnifique, et un podcast qui est très très bien fait. Donc voilà, ça c'était ma petite mon petit documentaire / émission de radio / ce que vous voulez. Donc voilà, ça c'était la deuxième recommandation. Et la troisième et dernière recommandation, en fait, c'est la nouvelle série, enfin la nouvelle saison d'une série que j'adore, qui m'avait été aussi recommandée. Oh bah oui, hein. Moi j'écoute, hein. Qui m'avait été recommandé par Dame Chantal. Je l'avais vu quand il était sorti, mais je n'avais pas encore connecté dans mon cerveau qu'il fallait absolument que j'y aille. Et du moment où j'ai vu la première saison, enfin les 2 premiers épisodes, j'ai foncé mes têtes baissées. Donc on en est à la 4e, c'est sur Apple Télé, ça s'appelle Slow Horses, je vous en ai déjà parlé. Donc là on est à la 4e, et c'est vraiment à chaque fois au-dessus, ça monte crescendo. Alors là, cette saison-là, on ouvre sur une explosion dans un centre commercial à Londres, qui secoue la structure de tous les services secrets, donc du MI5, puisque on se retrouve avec nos amis de Slaughterhouse, vous savez, les bras cassés qu'ils ont mis de côté là, dans leur hangar là, enfin dans leur immeuble tout pourri. Et donc, bien sûr, on retrouve notre ami Jackson Lamb, le chef de cette unité de bras cassés, il faut le dire quand même, ils sont quelquefois pas très fins. Évidemment, toujours avec ses chaussettes trop épuantes, et ses chemises dégueulasses, et ses cheveux gras. Et son ventre bien arrondi. Enfin, franchement, honnêtement, Gary Oldman est méconnaissable, mais surtout, il est incroyable dans ce rôle-là. Et toute la saison 4 tourne autour de 2 personnes, enfin en tous les cas de la famille de River Cartwright, qui est le petit jeune là qu'ils ont récupéré dans la première saison, qui en fait est un très bon agent, mais il a fait une erreur lors d'un exercice et ils l'ont balancé là, un peu comme une punition. En plus son grand-père était le chef, à un moment donné le directeur d'un département du MI5, donc imaginez-vous qu'il a quand même une petite pression sur les épaules, le gars. Et là, l'entame est excellente. Alors, River se fait retrouver... Enfin, son grand-père est persuadé de l'avoir tué dans la salle de bain. Évidemment, vous imaginez bien que comme c'est un des héros, il n'est pas mort, mais on se demande pourquoi il aurait tiré sur son petit-fils, et parce que c'est très très étrange. Il y a une nouvelle harpie / service de sécurité qui s'appelle les Dogs, qui a remplacé le précédent, qui est une blonde, mais qui fout la trouille à 3 régiments d'infanterie. Évidemment, il y a le MI5 qui colle au basque de tout le monde, y compris de Jackson Lamb, et les bras cassés là, qui se remettent toujours pas en question, enfin, notamment un, qui se remet jamais en question, les autres plus ou moins. Mais ils sont très très maladroits, voilà, ils ont tellement de soucis à se faire avoir
entendu depuis des années qui sont des bras cassés, qui sont nuls, qui sont là parce qu'ils servent à rien, en fait, qu'on peut pas les virer, mais qui servent à rien, qu'en fait, ils se sont persuadés qu'ils sont nuls, alors qu'ils le sont pas vraiment, sauf le génie, le hacker, là, il est complètement con. Mais les autres, ils sont pas bêtes, mais c'est juste qu'à force parce que comme les gens, à force de dire à quelqu'un qu'il est nul, qu'il est con, qu'il est bête à chier, je suis désolée, mais... la personne, à un moment donné, va se poser la question de dire, peut-être qu'ils n'ont pas tort, je suis peut-être bête quand même, voilà. Donc, en fait, non. Et évidemment, vous ajoutez à tout ça un nouveau chef du premier bureau du MI5 qui tape sur les nerfs de tout le monde et qui n'a pas l'air très 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 net dès le début. La machiavélique Taverner qui est jouée par l'excellente Christine Scott Thomas qui juste a envie de le flinguer lui aussi parce que elle pensait avoir la place et elle l'a pas eu et elle est retors mais elle est excellente dans son travail. Et vous avez donc une saison qui décolle pied au plancher et qui continue un peu de partout. Alors on se balade entre Londres et la France. Voilà, alors c'est un village qui s'appelle Lavande, ça sent pas du tout la rose, hein, plutôt le roussi d'ailleurs. Et on comprend d'ailleurs, il y a des pistes qui s'en mêlent et se démêlent. Et le fait de la démence du grand-père de River, donc David, ça aide pas des masses à comprendre pourquoi, comment, et surtout, quel est le lien entre l'attentat qui a été perpétré dans le centre commercial de Londres et cet endroit en France, et quel est le rapport avec le grand-père de River, et qui était le mec qui habitait là, etc. Enfin bon, bref, il y a plein de petites choses, et petit à petit, en fait, les arcanes du MI5, le passé de tous les protagonistes, et notamment certaines missions en France, mettre en place un puzzle, en fait. Alors vous arrivez plus ou moins à comprendre qui est ce groupuscule Les Arbres, qui va qui va s'exposer et exploser au grand jour, et alors là ça frôle la panique dans tous les étages, mais franchement, alors le dernier épisode c'est encore du grand truc, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, il y en a 6, mais il y a le trailer de la saison 5 qui est déjà après le dernier épisode, donc ça veut dire que la saison 5 va arriver dans pas longtemps, parce que généralement quand ils mettent la bande-annonce de la saison d'après sur Slaughterhouse, ça arrive dans les quelques 5-6 mois après ou même avant. Voilà. Mais honnêtement, moi j'ai encore beaucoup aimé ça. Alors c'est complètement différent des 3 premiers, qui étaient un peu auto-centrés quelquefois. Là vraiment, les révélations qu'on a sur la famille de River et sur lui-même aussi font que, honnêtement, moi, la 5e saison, il faut que je la voie tout de suite. Elle aurait été là, je l'aurais enchaînée dans la saison, enfin la seconde qui suivait. Vraiment, c'est une série géniale. Moi j'adore, et puis en plus il y a un humour, bon, alors british oui soit, mais il y a un humour aussi assez corrosif, le ping-pong entre les personnages de Gary Oldman et de Christine Scott Thomas sont absolument géniaux. Et franchement, voilà, il y a des courses-poursuites, il y a des choses complètement improbables, mais qui peuvent arriver, mais qui quand vous voyez arriver le truc, enfin voilà, et puis c'est dans Londres, il y a toujours quelque chose qui se passe, qui est en clair-obscur. L'avantage, c'est que pour une fois, dans une série, quand ça se passe en France, les comédiens sont français. Voilà. Et des comédiens qui sont connus, français, qui ont d'ailleurs, pour beaucoup, travaillé dans les séries Canal comme Engrenage, etc. Ou dans un village français, par exemple, sur France 3. Voilà, donc c'est des têtes que vous connaissez quand vous allez voir les personnages qui sont dans le village français. Vous savez, vous les avez déjà vus si vous regardez des documentaires, des séries, des films, machin, vous les avez déjà vus. Voilà, donc pour une fois, on va pas s'en priver que les personnages français, enfin les acteurs français, enfin, en tous les cas, les personnages qui parlent français parlent français correctement sans accent, enfin, vraiment du vrai français. Voilà, et pas des Anglais qui jouent des Français qui ont un accent de merde. En plus, le personnage de River parle un français de maternelle, hein, par dire oui, non, merci.
c'est rien dire. Donc c'est très drôle parce qu'il fait oui, no, non. On voit qu'il patauge dans la choucroute. Donc c'est très très... Voilà, c'est assez sympa. Mais franchement, voilà, Slow Horses, c'est vraiment très très bon. Alors, il faut quand même que j'ajoute ce que j'ai vu au mois d'octobre. J'ai vu 2 séries qui étaient sur Canal. Alors, enfin, en vérité, sur Apple TV, mais je les regarde sur la plateforme MyCanal. Une c'est Bad Monkey, qui est tirée de l'adaptation d'un roman de Carl Hiaasen. Voilà, qui casse pas 3 pattes à un canard, mais voilà, on sent que ça va fourrer. C'est complètement loufoque. C'est délirant, c'est loufoque, mais à mort quelquefois. C'est assez caustique quand même. Il y a beaucoup d'humour à froid et de romans noirs là-dedans. Mais bon, c'est pas mal. J'ai passé un bon moment, mais ça restera pas, on va dire, ça ne restera pas dans ma tête. Et l'autre, c'est une série qui est sortie de Canal+, qui s'appelle Paris Has Fallen. Alors oui, ça va, je l'ai vu parce que la bande son a été faite par Dave Rowntree, qui est le batteur de Blur. Oui, bah, ça va, hein, voilà. Oui, ah bah vous savez, mes petites marottes, hein, non, mais je l'aurais peut-être regardé. Parce que ça fait partie de la série, vous savez, la chute de la Maison Blanche, la chute de Londres, la chute du président, il y a eu même Night Has Fallen, je crois. Voilà, donc voilà, Paris Has Fallen. Bon, honnêtement, ça suit. C'est pas mal foutu du tout. Honnêtement. Moi, voilà, il y a des petits raccourcis, 2-3 trucs. Voilà, c'est un sous 24 heures chrono. Mais dans la veine de la chute du machin truc. Ça fait le job. Voilà, les 2 acteurs sont bons. En plus, ils ont une belle alchimie, les 2 principaux. Et pareil, hein, il y a des acteurs français. Et comme il y a le MI6, il y a des acteurs britanniques qui ont été rajoutés. Donc franchement, en plus ça se passe en France, le titre c'est Paris, hein, donc on a bien compris. Voilà, c'est Rotor aussi, mais ça fait le job. C'est pas la plus grande série du monde, mais ça fait très très bien le job. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai vu au mois d'octobre. Alors je dois avouer que j'ai abandonné, je le dis, hein, j'ai abandonné la saison 4 de Only Murder in a Building. Voilà. Je suis arrivée jusqu'à, je crois, à peu près mi-saison. Et honnêtement, pour moi, ça tourne en rond. Voilà. La 4e, c'est vraiment... c'est exactement... Alors oui, je sais, c'est le principe de la série. C'est-à-dire que, oui, c'est des meurtres. Et puis, c'est les podcasteurs qui vont enquêter en marge de la police. Mais ça m'a... malgré le super duo, vraiment... Martin Short, Steve Martin, qui sont vraiment les 2 locomotives de la série. Et pardon pour Selena Gomez, mais alors là, dans la 4e saison, elle se distingue pas. Enfin, pas, en tous les cas, pas pour moi. Mi-saison, ça m'a gonflé. Voilà, ça tournait en rond, je regardais la série, puis je m'apercevais qu'en fait, je pensais à autre chose, je commençais à faire des trucs, prendre des notes, et quand je fais ça, c'est que la série, ça part pas. Voilà, donc écoutez, je l'ai abandonné. Je sais pas s'il y aura une saison 5, mais en tous les cas, si ça part comme ça, moi, je la regarderai pas. Voilà, allez, j'espère que ce programme culturel vous a plu. Dans les commentaires, vous me dites, et puis si quelqu'un a vu le film de Arte, n'hésitez pas. Si vous avez écouté le podcast, enfin, en tous les cas, l'émission sur le carnet de noces, enfin le carnet de noces, enfin l'album de photos du voyage de noces de Gérald Hebert, n'hésitez pas. Puis Rosie, je suppose qu'elle mettra un commentaire puisque c'est elle qui me l'a recommandé. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve en novembre pour le programme culturel. Et écoutez, la prochaine vidéo, c'est sûrement le point lecture de octobre qui... au moment où j'enregistre ce programme culturel, donc il y a l'avant-veille de la diffusion de cette vidéo, est un très bon mois. Voilà, il y a 2 lectures très mitigées, enfin très en deçà, parce que en fait oui, je me doutais. En plus, c'est les 2 que j'ai reçus en SP que je n'avais pas forcément choisi, donc voilà, mais alors dans mes choix à moi et dans le choix qu'on m'a offert, il faut l'avouer, mais la demoiselle me connaît bien, franchement que des bons. Et alors je pense le plus gros coup de cœur de l'année, lui il est au numéro 1, hein, ou alors s'il y a quelque chose qui le détrône avant fin de décembre, c'est que ça sera du très haut niveau. Voilà, ciao.
À la semaine prochaine et bisous à bisous. Ah, ciao. Axe vous embrasse, mais de toute façon, il a plus du tout envie de montrer sa bobine, il m'arrache la gueule. Hein. Voilà, il m'a arraché le bras il y a à peu près 3 semaines lors d'un orage et de foudre et de machin là. Donc non, il est pas à prendre avec des pincettes. Non, pas content le Axe. Oh là là, il est pas content le Axe.